Non, tout n'est pas complètement perdu. Et malgré le progrès qui est venu battre les rives de ces îles, la Polynésie reste encore ce miracle de la nature qui continue d'être fidèle à sa légende. L'anneau de corail qui encercle l'île accentue encore cette sensation de refuge et d'oubli, comme si le monde venait en vain s'échouer sur le récif. Le lagon, avec la floraison de ses coraux et ses poissons multicolores, représente un univers qui justifierait un film entier à lui tout seul. Et je vous laisse imaginer le supplice du cinéaste dont la caméra ne permet pas de filmer sous l'eau. Les Tahitiens, ainsi que leur île, se savent enfants du Pacifique. Et toute leur vie sera bornée par un fil tendu à la rencontre du ciel et de la mer. La pêche, qui occupe une place très importante, est pratiquée sous toutes ses formes, y compris la chasse sous-marine, car si nous la connaissons comme un sport, à Tahiti, elle est aussi un moyen de se nourrir, puisque l'on fait couramment commerce de poissons chassés. La richesse du lagon permet déjà d'expliquer pourquoi le Tahitien est un homme de l'instant même qui ne comprend pas notre organisation de la journée de 8 heures. Car depuis des générations, il lui a suffi de se fatiguer 1 ou 2 heures par jour pour composer son déjeuner qu'il fera éventuellement cuire lui-même sur un grill improvisé avec des coraux brûlants, le temps de cuisson lui permettant même de décrocher une noix de coco pour étancher sa soif. Civilisation du lagon, mais aussi civilisation du cocotier. Cet arbre nourricier donne tout. C'est Te Oro, la vie. Son tronc fait les poutres de la case. Avec ses palmes, on tresse la toiture ou les clés pour faire sécher le poisson. Sa noix, toute jeune, nourrit le bébé. Verte, donne l'eau pure. Et l'amande, une fois décortiquée et desséchée, deviendra le copra, principale ressource de la Polynésie. Le cocotier laisse parfois la place au papayer ou à la vanille que cultivent quelques paysans chinois, car le Tahitien ne plante pas. La terre,
fertile à l'origine, a été très appauvrie par des cultures anarchiques et un déboisement des collines qui ont entraîné une érosion sans remède. L'intérieur est un massif inhabité et inhabitable, où l'abondance des pluies et la douceur du climat entretiennent une flore tropicale extrêmement dense qui constitue un obstacle à la pénétration humaine. Une marche malaisée dans un sous-bois obscur reste cependant une expérience inoubliable, d'autant plus que cette jungle parfois inextricable ne compte aucun animal dangereux. Pas de fauves ou de reptiles. Les seuls animaux féroces sont le moustique et le nono, une mouche minuscule dont la piqûre cause de vives démangeaisons. Mais revenons à la frange côtière qui est la seule habitée des îles Hautes. Les habitations sont disséminées le long de la route circulaire ou groupées en villages autour de l'inévitable Tinito, le commerçant chinois. Le faré, qui est la case tahitienne, est très simple et s'édifie en quelques jours seulement. Il est vrai qu'en contrepartie, sa vie sera relativement brève. Plus imposantes, les maisons de style colonial, édifiées au siècle dernier, se regroupent à l'ombre de majestueux arbres à pin, dont le fruit, l'ourou, ressemble à de la châtaigne cotonneuse une fois cuit. Les toitures, même en tôle, sont soumises à rude épreuve par le climat. Mais qu'importe, il serait bien plus grave de ne pas avoir de fleurs autour de son faré. Épanoui ce soir, fané demain, aïta pea pea. Aujourd'hui, la fleur est belle et sent bon. Si le tiaré est la fleur nationale car elle ne pousse qu'à Tahiti, l'hibiscus, lui, n'est qu'un produit d'importation, mais il s'est si bien adapté qu'il est devenu indispensable à la vie des Tahitiens. Si les champs tiennent une si grande place dans la vie des Tahitiens, ce ne peut être que parce que les servitudes de la vie quotidienne exigent peu de temps et que le travail suivi, avouons-le, n'est pas le fort du Tahitien. Bien sûr, c'est avec plaisir que l'on donnera un coup de collier pour la préparation du tamara, le grand banquet, ou pour refaire le toit du faré. Mais le Tahitien continue de vivre dans l'insouciance, pareil à l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne, dont il vient d'entendre la parabole. Les Tahitiens, qui étaient autrefois des êtres très religieux, le sont restés dans leur ensemble. L'office dominical leur donne aussi l'occasion de se rencontrer pour échanger les dernières nouvelles ou faire part des projets immédiats. Et en ce début de juillet, de toutes les îles et de tous les archipels de Polynésie, les regards convergent vers la grande île, vers Tahiti.
Papeete, avec son port animé, sa circulation bruyante et un peu désordonnée, sa télévision et ses enseignes au néon, est devenu un véritable pôle d'attraction. Papeete, c'est aussi les boutiques chinoises, car le Tahitien ne dort que parce que le Chinois travaille, ou les boîtes chères aux marins et célèbres dans tout le Pacifique, sans oublier les cinémas aux affiches éloquentes. Mais Papeete, c'est surtout les fêtes du juillet. 2 colonnes de 1,50 m pour le programme des danses, des jeux, des compétitions sportives et de la fête foraine qui commémore la chute d'une Bastille ignorée. C'est devant la mairie que commence le vrai juillet, car le folklore reste une réalité malgré sa popularité touristique. Ces groupes d'amateurs qui viennent de tous les coins de Polynésie et qui sont ici réunis pour présenter leurs cadeaux de bienvenue au gouverneur sont le témoignage de traditions encore bien vivantes. Elle durait déjà plusieurs jours. Elle s'était donnée à l'occasion de la réunion annuelle qui se tenait au mois de mai de l'Assemblée législative royale. Le gouvernement impérial français, lorsqu'il prit en main l'administration de nos archipels, continua cette belle tradition avec le concours des armées de terre et de mer. Des résistances étaient données au mois d'août pour fêter la Saint-Napoléon. Ces réjouissances ont lieu pour fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille avec dans la même allégresse que jadis, mais avec beaucoup plus d'enthousiasme, car la fête du 14 juillet est celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, dont jouissent tous les Polynésiens, autochtones comme métropolitains. Et maintenant, place aux compétitions. Les concurrents sont placés à 30 mètres du poteau, haut de 10 mètres, et il importe de placer le javelot le plus haut possible sur la noix pour avoir le maximum de points. Retrouver son javelot au milieu d'une telle forêt n'est pas un mince problème. Les Tahitiens ne connaissaient pas les métaux et ignoraient la poterie. Par contre, ils étaient passés maîtres dans l'art du tissage des feuilles de pandanus. Cette spécialité est devenue récemment une compétition où se distinguent évidemment les îles ou les districts les plus éloignés de Papeete. Les courses de pirogues sont certainement la compétition la plus appréciée des Tahitiens. Les concurrents étaient déjà là aux premières heures de la matinée
pour les derniers préparatifs, car il est très important de ne pas décevoir le supporter qui a placé sur l'équipe de son district tout son espoir et son argent, car ces courses font aussi l'objet de nombreux paris, ce qui explique la part active que vont prendre les spectateurs à cette compétition.
Voilà, Tahiti, la Polynésie, c'est encore tout ça. Mais le charme de ces îles ne vient pas seulement de la mer et des lagons, des fleurs et des vaïnés. Il est aussi dans la sagesse naturelle et le bonheur de ses habitants, qui, nous l'espérons de tout cœur, sauront conserver cette joie de vivre qui impressionne le voyageur, le touche, l'incite à rester et à revenir. C'est Moorea, la petite voisine de Tahiti, en haut et à gauche sur la carte, qui représentait les îles hautes de la Polynésie dans le film. Distante seulement de 30 km de Tahiti, la traversée maritime Papeete-Moorea, très mouvementée, pouvait être remplacée en 1966 par un vol de 15 minutes à bord d'un gros hydravion quadrimoteur. Dérivé du célèbre Short Sunderland, l'hydravion anglais de reconnaissance et de sauvetage de soldats en mer lors de la Deuxième Guerre mondiale, le Short Bermuda pouvait emporter 45 passagers dans des compartiments aux cloisons en acajou qui rappelaient étrangement le train Orient Express. Sorti d'usine en 1944, l'appareil avait volé sur les lignes australes de la BOAC jusqu'en 1956, où il fut acheté par la TAI pour sa nouvelle filiale RAI, Réseau aérien interinsulaire, chargé des liaisons entre Tahiti et les îles sous le vent. Lorsque la TAI et l'UAT s'unirent en 1963 pour former l'UTA, la RAI fut conservée et le Bermuda continua d'amérir et de décoller dans la fameuse baie de Cook à Moorea. L'absence d'appontage nécessitant toutefois l'utilisation d'embarcations pour les passagers et le fret. La mise en service d'une piste d'atterrissage à Moorea mit fin à l'utilisation du Bermuda en 1970. Après avoir failli être vendu à un particulier, puis coulé, c'est finalement le musée de l'air du Bourget qui l'emporta et l'appareil put rejoindre les collections du musée en avril 1979.